notion d'espace-temps en Chine est parfaitement, enfin les deux choses sont parfaitement indissociables. Ciel et terre fonctionnent ensemble. Il n'est absolument pas question de parler du ciel sans son lien avec la terre et inversement. Donc je vous ai mis l'idéogramme de l'univers qui donc signifie espace-temps. Pour eux, c'est une globalité. La fondation du calendrier, la fondation de cette recherche espace-temps se fonde sur une recherche d'harmonie en fait. Chaque population, chaque territoire a essayé par tous les moyens, notamment l'observation, ce que vous faites tous ici, des phénomènes récurrents qui permettent justement de se repérer aussi bien dans le temps que dans l'espace. Et ça, on ne l'obtient que par ce lien permanent. Et le calendrier, en fait, il va illustrer ce désir-là de réaliser l'harmonie. Et il va être même au-delà de ça, parce qu'il va devenir, on va le voir, une prérogative impériale. C'est-à-dire que les choses vont devenir tellement complexes et tellement puissantes que seul l'empereur aura la possibilité, le droit, la prérogative d'utiliser ce calendrier. On verra que, évidemment, le calendrier il a des fonctions agricoles, bureaucratiques, rituelles, je vous les ai marquées, mais il a surtout un caractère prévisionnel, régulateur et divinatoire. Et ça peut paraître un peu paradoxal, mais le caractère divinatoire ne peut pas être supprimé du calendrier chinois. Astronomie et astrologie sont liés, les deux, parce qu'il y a un système complexe qui est au départ un système d'observation, on va le voir, des planètes, et un système sexagésimal qui est uniquement fondé sur une chose un peu plus concrète, on va dire, et qui va se superposer à ce calendrier-là. Donc on va au départ parler de calendrier agricole, c'est ce que tout le monde retient. Le calendrier agricole, c'est ce que vous voyez tous les ans chez votre restaurateur chinois. On vous met que c'est l'année, comme cette année du coq de métal, et on vous dit que ce mois-là, c'est le mois du tigre, etc. Et ça va devenir un système astrologique. Il va servir au départ à régler les rituels saisonniers, mais comme il est divinatoire, entre guillemets, il va servir à prédire effectivement si la saison sera bonne ou pas, s'il faut prévoir plus d'engrangement ou s'il faut en prévoir moins, si on va avoir plus de temps pour se préparer à la guerre ou moins de temps pour faire la justice et ainsi de suite. Donc en fait prévoir les saisons, c'est pas juste dire c'est le temps du labour ou c'est le temps de faire ça, c'est aussi prévoir le temps que ça va prendre, si la récolte est prévue comme étant très bonne ou si elle est prévue comme étant moins bonne, et programmer de façon à ce que il y ait une organisation en fait optimum du temps de chacun. Ensuite, le calendrier que j'ai appelé moi impérial, c'est pas tout à fait son nom, mais c'est un calendrier qui est basé, comme on le verra, sur des calculs dits savants, c'est-à-dire que là on va être sur vraiment le système mathématique chinois qui est extrêmement poussé quand il arrive à son final au XVIIIe siècle. Il est extrêmement pointu. Et donc là, ils vont pouvoir prévoir aussi bien les éclipses que le passage des comètes. Ils avaient prévu, ils avaient déjà vu la comète de Halley. Enfin, c'est quelque chose d'assez impressionnant au niveau de l'astronomie. Et donc ce calendrier-là, impérial, il va avoir des ajustements permanents. C'est-à-dire qu'on ne le considérera jamais comme acquis. Chaque fois qu'il y aura une nouveauté, le calendrier sera modifié, il sera ajusté. Et enfin, le calendrier que moi j'ai aussi appelé divinatoire, qui a cette base sexagésimale, donc cosmologique, excusez-moi, avec des cycles régulateurs. Et ces trois calendriers vont se superposer pour faire un seul calendrier, qui est un almanach, et qui ressemble à ça. C'est absolument indéchiffrable pour celui qui ne sait pas l'utiliser, mais là-dedans, il y a tout. C'est-à-dire qu'en très peu de place, on va tout savoir en fait de ce qui va se passer pendant l'année et voire même pendant, puisque cet almanach est appelé le calendrier des 10 000 ans. Donc on peut aussi bien revenir en arrière qu'aller de l'avant. On peut regarder ce qui s'est passé avant pour en déduire ce qui se passera après. Et ça, c'est uniquement
chez les Chinois. Personne d'autre n'a créé le calendrier de cette façon-là, qu'il soit à l'envers, enfin, en avant et en arrière à la fois. Alors effectivement, actualiser le calendrier officiel serait considéré comme un des actes impériaux les plus importants, parce que l'empereur doit, on va voir, il fait l'axe entre le ciel et la terre, il est nommé le fils du ciel, et effectivement, s'il n'est pas capable de prévoir ce qu'il va se passer, c'est qu'il n'y a plus cette connexion entre ciel et terre, donc il est destitué. D'où l'importance pour lui de faire un calendrier au plus juste, de façon à maintenir son territoire uni, en fait. Uniquement sous sa coupe. Sinon, ça serait la porte ouverte à la prise de pouvoir d'un autre empereur qui pourrait se déclarer comme étant, lui, de nouveau le Fils du ciel, parce qu'il aura prévu mieux que l'autre. Le côté divinatoire de ce calendrier va amener aux arts du positionnement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à ce calendrier, se positionner dans le ciel et dans l'espace par tout ce système de correspondance analogique qu'on verra, qui sont aussi bien le yin-yang que les 5 éléments. 5 éléments, je vous le donne comme ça, mais en fait, comme je le disais hier, ce sont les 5 agirs ou les 5 transformations, puisqu'ils viennent de l'évolution des 5 planètes visibles à l'œil nu. Et donc, on va effectivement en déduire non pas un ciel tout-puissant, un Dieu tout-puissant, une divinité comme chez nous qui va être décideur de tout, un Dieu qui va dire c'est comme ci ou c'est comme ça, parce qu'en fait, le cosmos n'a aucune intention, n'a aucune volonté, aucune intention. Et se laisser porter par le cosmos, c'est ça. C'est accepter que personne ne dirige, mais se laisser diriger par la fluctuation des choses. Donc c'est quelque chose que chez nous est assez inhabituel. On a beaucoup de mal avec ça. Donc pour revenir à la base, je vais un peu vous parler du mythe fondateur de la cosmogonie chinoise, et on fera un parallèle avec notre propre mythe judéo-chrétien. Donc en Chine, on a un couple primordial, le dieu Fuxi et la déesse Niwa, qui tiennent compas et équerre, symbole du ciel et de la terre, du temps et de l'espace. Donc ça, vous le savez un petit peu déjà. Le ciel, c'est le temps, et le compas est son insigne. La terre, c'est l'espace. Le carré et l'équerre est son insigne. Sauf que là, on voit que la déesse porte le compas, un signe du ciel, et le dieu, Fuxi, porte l'équerre, signe de la terre.